avec Jennifer Faléieux, qui est ingénieure également au pôle travaux publics. On va vous parler donc de risque d'inondation, de gestion de pollution, et donc de faire le point sur, on va faire le point sur à la fois ce qui s'impose aujourd'hui et quels sont les moyens aujourd'hui de gérer les eaux pluviales. Donc au niveau du fonctionnement, donc on va être là ensemble pour une grosse demi-heure. Donc vous aurez à la fin la possibilité de poser vos questions. Donc au niveau du module central de la présentation, vous nous voyez en haut à gauche et vous avez à droite. Et donc en bas, un petit module de chat qui va vous permettre de poser vos questions. Donc, vos questions, vous pouvez les noter au fur et à mesure de la conférence, mais on y répondra, ou en tout cas on essaiera d'y répondre tout à fait à la fin. Voilà. Donc, écoutez, on va commencer. Donc je laisse tout de suite la parole à Jennifer, et donc j'espère que tout le monde entend bien. Donc, je vais commencer par faire un point en fait sur le contexte et pourquoi est-ce qu'on cherche à avoir une gestion intégrée des eaux pluviales et qu'est-ce que ça veut dire. Donc, je laisserai la parole ensuite à Sophie pour vous présenter les différentes solutions en béton. Donc on a une imperméabilisation croissante des sols en site urbanisé, puisqu'on a de plus en plus d'urbanisation. Donc ce phénomène-là, ajouté au fait qu'on a le réchauffement climatique, on a une intensification probable des événements pluvieux dans le futur. Donc ce qui veut dire de plus en plus de ruissellement des eaux pluviales dans les milieux urbanisés, donc de plus en plus de rejets, et qui veut dire ruissellement veut aussi dire pollution. Donc on aura beaucoup plus de volume d'eau pluviale à gérer et aussi la pollution de ces eaux pluviales à gérer. Donc, vous avez sur le schéma ici une courbe sur un milieu naturel dû à une pluie, donc avec un certain volume d'eau pluviale. Quand on est imperméabilisé, on va avoir en fait un décalage du pic ici de ruissellement et un volume beaucoup plus important à gérer en sortie. Donc le but, c'est vraiment de venir gérer ces eaux pluviales. Et on ne va plus gérer l'assainissement de manière isolée, mais comme un maillon du cycle de l'eau, on va vraiment chercher à gérer l'ensemble du cycle de l'eau et les eaux pluviales au plus près de là où elles tombent. Donc au niveau du contexte réglementaire, il y a pas mal d'outils à disposition, pas mal de documents qui existent. Il faut savoir que la gestion des eaux pluviales, c'est un aspect réglementaire, donc c'est une compétence qui est obligatoire dans le cadre de la loi NOTRe. C'est parti au départ de la directive cadre sur l'eau, qui est une directive européenne, qui a été faite en 2000. On a un objectif de qualité sur les masses d'eau, donc ici au niveau européen. Ensuite, ça a été décliné en schéma directeur d'assainissement et de gestion des eaux. Donc là, c'est vraiment sur des grands bassins hydrographiques où on va avoir des préconisations et de qualité et de quantité de la gestion des eaux pluviales. Encore un cran de déclinaison, on est sur les schémas d'assainissement et de gestion des eaux. Là, on va vraiment être sur le domaine du territoire, la gestion de la ressource au plus près du territoire et à l'échelle du bassin versant. Et ensuite, la dernière déclinaison, c'est au niveau des collectivités territoriales. Donc là, on a vraiment des documents qui sont de la gestion territoriale. Donc, on va retrouver le plan local d'urbanisme, les plans de prévention des risques d'inondation. C'est dans ces documents qu'on va trouver les zonages des eaux pluviales. Donc dans chacun de ces documents, à chaque fois, on va avoir des objectifs en termes de quantité, mais aussi de qualité sur les eaux pluviales et qui vont être de plus en plus précis comme on va aller de plus en plus vers le territoire. Donc au niveau français, le Code civil fixe le statut général des eaux pluviales, c'est-à-dire que les propriétaires inférieurs doivent accepter l'écoulement naturel des eaux pluviales sur leur fonds. C'est une obligation qui va disparaître si l'écoulement naturel est aggravé par une intervention humaine, c'est-à-dire que c'est les propriétaires supérieurs qui vont devoir gérer les eaux pluviales et ne pas renvoyer plus d'eau pluviale et plus de ruissellement aux propriétaires inférieurs. Le code de l'environnement, lui, fixe plutôt les rejets d'eau pluviale et comment est-ce qu'on doit faire justement quand on fait un nouvel aménagement. Donc avec les procédures au titre de la loi sur l'eau, avec des dossiers incidence loi sur l'eau, donc pour tout nouvel aménagement, en fonction de la superficie de l'aménagement, il y a des études d'impact eau et des mesures de compensation à prévoir justement pour les écoulements sur
les écoulements des eaux pluviales sur les propriétaires inférieurs. Les évolutions plus récentes, puisque la directive cadre sur l'eau, comme je disais, date de 2000, on a ajouté au fur et à mesure dans la réglementation des obligations pour la gestion des eaux pluviales. Donc c'est dans le Code civil qui est indiqué l'obligation des collectivités d'avoir la compétence du pluvial et l'obligation de zonage pluvial. Donc le zonage pluvial qu'on va pouvoir retrouver dans les plans locaux d'urbanisme, dans les PLU. Donc ces documents, en fait, ils vont donner vraiment à l'échelle du territoire les zones sur lesquelles on a besoin de prendre des mesures pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales. Donc, et également la nécessité de prévoir des installations de collecte, de stockage éventuel et, si besoin, de traitement des eaux pluviales. Donc, on retrouve aussi toujours cette dualité de gestion de la quantité, mais également de la qualité des eaux pluviales. Alors, vraiment récemment, l'arrêté du 21 juillet 2015 relatif au système d'assainissement introduit le principe de gestion des eaux pluviales le plus en amont possible pour limiter justement les apports d'eau pluviale dans le système de collecte, donc essayer de gérer les eaux pluviales de manière indépendante et au plus près de là où la goutte d'eau va tomber sur le bassin versant. Ensuite, on a d'autres décrets, par exemple du 28 décembre 2015, donc là qui est relatif au code de l'urbanisme et à la modernisation des PLU. Donc ce décret en fait autorise les collectivités territoriales dans leur règlement, dans le PLU, dans le zonage pluvial, à imposer que des surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables du projet représentent une proportion minimale de l'unité foncière. Donc c'est vraiment pour donner plus de pouvoir aux collectivités territoriales et dans les PLU pour pouvoir justement désimperméabiliser et gérer les eaux pluviales au plus près de là où elles tombent. Encore plus récemment, la loi du 9 août 2016, donc ici on cherche la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. Donc les toutes nouvelles constructions de nouveaux bâtiments sur lesquels on aurait des aires de stationnement, dans des zones d'activité commerciale, des drives par exemple. On autorise en fait cette construction seulement si les revêtements de surface ou alors si on a des aménagements hydrauliques qui favorisent la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales. Donc il faut vraiment pour tout nouvel aménagement pouvoir prouver qu'on va gérer les eaux pluviales par l'infiltration des eaux pluviales, par leur évaporation, pour préserver les milieux et les fonctions écologiques. Donc on voit bien qu'il y a vraiment une volonté réglementaire de maîtriser les rejets et les pollutions des eaux pluviales, une nécessité également de limiter les risques d'inondation. On l'a vu encore récemment en France avec des inondations qui sont plus fréquentes et des problématiques pour les collectivités territoriales. Donc le but de cette présentation, c'est de vraiment vous montrer comment est-ce qu'avec des produits en béton, on va pouvoir maîtriser le débit et l'écoulement des eaux pluviales. Je vais laisser la parole à Sophie. Donc, par rapport à toute cette gestion, la première façon de faire, alors la première, c'est pas dans un ordre prioritaire forcément, mais disons que si on se place immédiatement en dessous de là où tombe la pluie, le premier mode de les gérer est de les infiltrer, en fait, de les infiltrer, soit pour ensuite les restituer au sol environnant, soit pour les stocker temporairement selon les volumes qu'on a à gérer, pour ensuite les infiltrer au milieu naturel ou les envoyer vers un réseau. Donc deux objectifs à cette infiltration des eaux pluviales. Donc pour répondre vraiment aux objectifs et aux exigences de la collectivité, en réponse notamment au contexte réglementaire qu'a présenté Jennifer. Donc objectif de limiter les ruissellements pour justement limiter la pollution et donc éviter que les eaux pluviales ne se chargent en pollution au cours de leur ruissellement. Et donc limiter aussi les réseaux de collecte, puisque si on temporise ou qu'on limite les volumes d'eau à gérer, on va pouvoir utiliser des réseaux plus petits, voire même dans certains cas, et selon les volumes, les quantités à gérer, les supprimer. Et puis donc contrer les effets de l'imperméabilisation pour limiter le risque, notamment lié à l'inondation.
Donc, quelles sont les solutions en produits modulaires, en produits préfabriqués pour répondre à ces problématiques? La première consiste à utiliser des pavés ou des dalles poreuses. Donc là, leur caractéristique essentielle, c'est qu'on va avoir des produits qui sont poreux dans la masse, donc une grande porosité connectée avec donc une granulométrie ouverte qui va permettre de laisser passer l'eau à travers leur épaisseur. Donc, des avantages en termes d'esthétique également, puisqu'on va pouvoir jouer avec ces produits modulaires sur les couleurs, sur les formes, sur les agencements et le calpinage de ces produits. Et puis des exigences fonctionnelles, des intérêts fonctionnels sur lesquels on va revenir ensuite. On a travaillé donc au CERIB sur ces exigences et quelles performances de produits on pouvait mettre en face pour répondre aux problématiques de la collectivité. Deuxième type de produits qui peuvent être utilisés à des fins d'infiltration, c'est d'utiliser des produits qui cette fois vont être posés avec des joints plus larges que ce qu'on a l'habitude de faire. Donc typiquement des pavés en béton, mais que cette fois on va munir d'écarteurs. En général, ils sont intégrés, ils peuvent être rapportés, mais en général, ils sont intégrés au produit. Ce qui va permettre de créer des joints plus larges. D'habitude, on met des joints de 2 à 4 mm. Là, on va être plutôt entre 5 et 30 mm. Et donc, on va infiltrer les eaux pluviales, cette fois, non pas par les produits en eux-mêmes et par le produit béton proprement dit, mais par des joints larges qu'on aura réalisés. Et donc, on s'arrange avec cette taille de joint pour obtenir une surface perméable d'environ 10% de la surface totale. Et donc, on va garnir ces joints avec des matériaux perméables, puisque c'est vraiment eux qui vont permettre l'infiltration. Donc, du gravier fin, du sable grossier ou même un engazonnement, comme vous le voyez sur la photo en bas à gauche. Troisième solution pour infiltrer. Alors, au lieu d'infiltrer par les joints proprement dits, on va ménager dans les produits des ouvertures ou faire des évilements qui vont permettre là aussi d'infiltrer ces eaux par ces ouvertures. Donc c'est le même principe que celui qu'on a vu précédemment. Ce n'est pas le béton lui-même qui permet l'infiltration, qui a une porosité importante, mais ce sont les vides ménagés grâce à ces produits qui vont permettre de le faire. Et puis, dernière famille de produits en béton pour gérer ces eaux pluviales et pour les infiltrer, c'est ce qu'on appelle encore les dalles gazon. On préfère maintenant parler de dalles drainantes. Donc ce sont des dalles qu'on va pouvoir soit remplir d'un mélange terre-sable et donc faire un engazonnement, soit remplir de gravier. Donc, bien sûr, avec du gravier, on aura des capacités d'infiltration encore plus importantes. Donc, c'est pour ça qu'on parle plutôt de dalles drainantes. Comme ça, on couvre à la fois la solution par engazonnement et la solution remplie de gravier. Sur l'ensemble de ces produits, aujourd'hui, il n'existe pas d'exigence normative spécifique. Donc, on a travaillé au CERIB pour définir justement un référentiel technique qui permet de synthétiser toutes les exigences qu'on doit demander à ces produits pour permettre de répondre aux exigences fonctionnelles sur le terrain et donc aux exigences des collectivités, des maîtres d'ouvrage. Donc ça fait l'objet d'un rapport public du CERIB qui est téléchargeable sur notre site internet, où vous allez retrouver, concernant ces produits destinés à de l'infiltration, des exigences en termes de durabilité, d'absorption d'eau, de tenue au trafic, donc exigences en termes d'abrasion des produits au fil du temps, de résistance mécanique pour justement pouvoir circuler dessus, mais également toutes les exigences et les modalités de caractérisation des revêtements pour la fonction infiltration des eaux pluviales. Donc, dans le cadre de cette caractérisation des produits pour une fonction d'infiltration, on a mis au point un protocole d'essai, où l'objectif est de caractériser non pas les produits seuls, mais les produits avec leurs matériaux de remplissage
et ou leurs matériaux de jointoiement. Donc on a vraiment une caractérisation de l'ensemble du revêtement et pas uniquement du produit béton. Donc c'est un protocole d'essai qui fonctionne donc, sur 1 mètre carré, une surface qui est représentative de ce qu'on va retrouver en réalité. Les produits sont mis en œuvre conformément aux recommandations du fabricant. Et donc on fait un essai avec une charge d'eau constante, c'est-à-dire qu'on va, grâce à ce bâti, avoir toujours 1 cm d'eau représentatif d'une pluie donc au-dessus de ce revêtement. Et donc on mesure pendant un temps donné la quantité d'eau qui passe à travers le revêtement donc constitué du produit en béton et de son matériau de remplissage ou de jointoiement. Ce protocole d'essai va permettre ensuite de se rattacher à une capacité d'infiltration souhaitée, donc en fonction du lieu où on se trouve en France. Donc, par exemple, si on travaille, alors même si en réalité on ne le fait plus avec les régions de pluviométrie homogènes définies dans l'instruction technique de 77, mais de manière générale, on va travailler avec donc les coefficients de Montana qui caractérisent une pluie, donc en fonction à la fois de sa durée, c'est le grand D sur la formule dont je vais vous épargner le détail, donc à la fois en fonction de sa durée et également de sa période de retour, donc de la fréquence d'occurrence, de sa probabilité de se reproduire dans le temps. Donc on va pouvoir déterminer une intensité de pluie ou une hauteur d'eau à traiter. Et on va rattacher, en fonction de cette perméabilité ou de cette capacité d'infiltration souhaitée, on va comparer ça à ce qu'on aura obtenu donc par l'essai précédemment défini, en se pénalisant un petit peu, c'est-à-dire qu'on va venir minorer ce qu'on aura caractérisé par l'essai, par un facteur de 10, pour prendre en compte des effets éventuels du colmatage, et donc compte tenu, en intégrant une durée de vie de 20 ans d'une chaussée sans maintenance. Donc ce coefficient de sécurité, on a proposé, en se basant sur ce qu'on a pu récupérer, voir ce qui se passait chez nos voisins européens, on proposait une valeur donc de 10. Sur ces produits en béton, on vous a remis ici quelques exemples de perméabilité mesurée, avec en face ce que ça représentait en litres par seconde par hectare, donc qui est plus parlant lorsqu'on parle de pluie à infiltrer. Donc, ce qu'il faut en retenir, c'est que, par exemple, la pire pluie de 5 minutes, avec une période de retour de 30 ans en région 3, correspond à 700 litres par seconde par hectare. Donc vous voyez que pour l'ensemble des 3 grandes familles qu'on a caractérisées, continue à caractériser d'ailleurs, pour répondre aux demandes des fabricants, on a des capacités d'infiltration qui permettent sans problème d'infiltrer cette pluie-là. Je vais maintenant laisser la parole à Jennifer pour parler donc de comment ou avec quels moyens gérer la collecte et le transport des eaux pluviales. Voilà, on l'a infiltré. Qu'est-ce qu'on en fait ensuite et comment? On va attaquer directement avec des exemples de produits. Donc, ici, c'est des produits qui sont peut-être un peu plus connus, donc je vais aller assez vite. Donc, des exemples de fossés et de descentes d'eau ou de caniveaux. Donc là, on va vraiment chercher à collecter les eaux pluviales, à les transporter aussi avec les fossés et les descentes d'eau. Donc des produits plus usuels, des tuyaux et des regards et boîtes de branchement. Alors, il faut bien faire la différence entre des regards de visite, donc avec un diamètre nominal supérieur ou égal à 1 mètre, et des regards qui vont être seulement pour des accès exceptionnels, donc quand on est sur un diamètre inférieur à 1 mètre, et donc les boîtes de branchement, qui sont donc des plus petits ouvrages qu'on va utiliser à chaque fois qu'on va devoir faire un changement de diamètre de tuyau, de pente, de direction ou des différents branchements. Quelques autres exemples, donc pour le franchissement ici des tuyaux de fonçage, donc là on va réaliser des réseaux d'assainissement sans tranchée avec la technique du fonçage.
des cadres rectangulaires qui vont permettre de combiner différentes fonctions, la fonction hydraulique bien évidemment, mais également une fonction de passage ici, que ce soit un pont routier, ferroviaire, une passerelle piétonne, même des passages grande faune hein, pour les animaux voilà, des cours d'eau, des têtes d'aqueduc de sécurité ou des têtes de pont également pour une fonction de sécurité. Alors, les bonnes pratiques pour la pérennité sur ces produits, ça va être tout d'abord d'avoir des produits de qualité. Donc, ici, des produits qui sont certifiés NF, donc, ce qui est un gage de qualité sur leurs performances, que ce soit des performances géométriques, mécaniques, des performances d'étanchéité sur les produits. Ensuite, pour assurer également la pérennité de tous ces réseaux, on a des produits de qualité. Il va aussi falloir les poser, les concevoir d'abord correctement. Donc avec le nouvel outil Oduc Plus, qui est donc la nouvelle version du logiciel de calcul hydraulique et mécanique développé au CERIB, qui s'appelait Oduc. Dans sa nouvelle version Oduc Plus, on va retrouver, donc, comme je l'ai dit, hein, le calcul hydraulique et mécanique des réseaux. On va aussi retrouver un outil de calcul environnemental des réseaux. Donc Sophie va y revenir juste après. Donc là, c'est vraiment pour pouvoir prendre en compte les paramètres du bassin versant, pour avoir les paramètres hydrauliques et savoir le volume et l'intensité des eaux pluviales, par exemple, à gérer. Donc connaître le diamètre des tuyaux, par exemple, et pouvoir y associer la résistance mécanique des tuyaux pour pouvoir bien commander et bien poser ensuite les tuyaux. Donc justement, une fois qu'on a des produits de qualité et qui ont été bien conçus par rapport aux paramètres du chantier, aux charges roulantes qu'on va avoir dessus, par exemple, il faut aussi pouvoir bien poser ces tuyaux. Donc vous avez différents documents qui ont été établis en partenariat avec le CERIB, la FIM, également Canalisateur de France, pour poser les bonnes pratiques pour la pose de ces tuyaux. Et enfin, le contrôle des réseaux d'assainissement et pour la réception, pour pouvoir accepter ces réseaux. Donc il faut savoir que les contrôles ils sont obligatoires, pas seulement en eau usée, mais aussi en eau pluviale, que ce soit l'inspection visuelle et télévisuelle, les contrôles de compactage ou d'étanchéité. Je l'avais déjà dit. Donc voilà, vraiment sur l'ensemble hein, des tuyaux pour assurer la pérennité des réseaux, donc des produits de qualité bien posés, bien conçus et bien contrôlés. Jennifer vous a dit effectivement que le nouvel outil Oduc Plus intégrait la dimension environnementale. On est vraiment dans une problématique, on s'inscrit vraiment dans une démarche développement durable. Hein, on est dans la gestion des eaux pluviales. On intègre également le respect de l'environnement. Et donc, dans ce nouvel outil Oduc Plus, vous pouvez faire des analyses et calculer les impacts environnementaux pour un chantier réalisé en béton complètement. Mais cet outil intègre également les résultats d'une étude comparative qui a été menée sur des réseaux en différents matériaux, hein, donc béton bien sûr, grès, polyéthylène, polypropylène, polyester renforcé de fibre de verre et PVC. Donc les résultats complets de cette étude, vous y avez accès via Oduc Plus. On a juste fait le choix ici de vous présenter un tableau de synthèse qui est également présenté dans un document disponible sur le site CERIB, qui a surtout comme objectif de montrer que, contrairement aux idées reçues, les solutions produites en béton, et dans ce cas-là appliquées au réseau d'assainissement, ont des impacts environnementaux qui se situent plutôt mieux ou à équivalence avec les autres matériaux. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous avez dans ce tableau sur lequel vous pourrez revenir et éventuellement aussi nous reposer d'autres questions ultérieurement. Quand c'est en vert, c'est que le matériau est bien meilleur que les autres. Quand c'est rouge, c'est qu'il est moins bon. Et quand c'est bleu, ça veut dire que les matériaux doivent être considérés à équivalence, puisqu'on n'a pas de distinction sur les résultats, d'écart sur les résultats supérieur à 20%. Donc vous voyez qu'au niveau de la première colonne, la colonne béton, on a normalisé tous les résultats à 1. On a soit du vert, soit du bleu. Donc
Et ça intègre ça, bien sûr, l'ensemble du cycle de vie d'un réseau d'assainissement, hein. Ça passe à la fois par la fabrication des produits, leur transport jusqu'au chantier, leur mise en œuvre et également la vie du réseau. Par rapport à cette collecte et ce transport des eaux pluviales dont on vient de parler, on a également une fonction qui peut être assurée avec des produits en béton pour faire du stockage et donc gérer les volumes. Donc on vous a mis ici quelques exemples de solutions existantes, donc au moyen de cadres, de hues ou de gros collecteurs qui vont permettre donc de faire des bassins enterrés pour stocker les eaux pluviales avec une adaptation au projet puisque on va adapter les dimensions des produits ou le nombre de produits assemblés à la quantité d'eau qu'on aura à stocker. Ces produits également permettent d'assurer des fonctions de traitement, pré-traitement des eaux pluviales, donc avec par exemple des dégrilleurs, des séparateurs, mais également la fonction en aval des bassins de stockage, une fonction de régulation qui va permettre donc de vidanger le bassin à débit limité, régulé, pour répondre aux contraintes soit de rejet dans l'environnement, soit de rejet dans un réseau aval. Donc ces différents produits et ouvrages peuvent être réalisés en béton classique, traditionnel, ou avec ce qu'on appelle des bétons autoplaçants. Notamment, ça va permettre d'avoir des formes beaucoup plus complexes qu'avec des bétons classiques. Au niveau des résistances mécaniques également, de plus en plus, on utilise des produits, des bétons à haute performance, voire à très haute performance, qui vont permettre d'avoir des résistances au jeunage qui sont assez intéressantes. Donc, on peut avoir de l'ordre de 30 mégapascales en compression au bout de quelques heures et donc 80 mégapascales facilement au bout de 28 jours. Donc ça, c'est un premier aspect. Donc une bonne résistance qui va permettre d'optimiser les sections, mais également grâce à ces bétons haute performance, très haute performance, une compacité des produits plus intéressante qu'avec des bétons classiques et donc une encore meilleure résistance aux différents types d'effluents qui peuvent passer. Un exemple donc ici d'ouvrage de régulation, je ne vais pas passer beaucoup de temps dessus, mais bon, ce qu'il faut retenir, c'est que justement en utilisant des bétons autoplaçants haute performance, en obtenant des résistances au jeunage intéressantes, on va pouvoir réduire les délais aussi et optimiser le cadencement de réalisation des chantiers. Donc, ce qui peut être un intérêt au niveau, par exemple, si on a à fermer une route pour faire un chantier, ça va optimiser les délais. Un exemple également, ou un slide qui a pour vocation de montrer les différentes gammes possibles à la fois en termes de géométrie ou de résistance mécanique, puisque grâce aux produits en béton, par exemple sur les cadres, on va avoir des dimensions classiques de l'ordre de 1 mètre par 1 mètre, mais on peut aller en fait, jusqu'aux limites du gabarit routier en monolithique. Et sinon, on va faire des assemblages d'éléments pour répondre aux problématiques de stockage. En termes de tuyaux circulaires, on a des gammes qui vont de 30 cm à plus de 3 mètres. Et donc, la photo ici du tuyau sous une presse est là pour illustrer aussi l'adaptabilité que vont avoir les produits en termes de résistance mécanique aux contraintes auxquelles ils doivent résister, donc que ce soit des contraintes routières, des contraintes de remblai, des contraintes ferroviaires. Donc on adapte les classes de résistance au chantier et aux exigences de la maîtrise d'ouvrage. Dernier ou avant-dernier, je ne sais plus. Non, avant-dernier. Slide sur le sujet, un exemple de bassin en U, où on voit donc une livraison des éléments avec un nombre de U qui est adapté au volume à réaliser. Et puis ce qui est intéressant ici, c'est qu'on va avoir sur ces produits-là un dispositif d'assemblage intégré qui va lui permettre de garantir l'étanchéité. Et donc ici on pose les dalles pour fermer donc le bassin, ce qui va limiter
les opérations sur chantier, limiter les opérations sur chantier égale moins de coulage, égale gain de temps notamment, et puis meilleure maîtrise des performances de l'ouvrage fini. Une illustration ici de en quoi les produits peuvent permettre de contribuer à la sécurité du personnel de chantier et d'améliorer les conditions de travail. Donc soit par des dispositifs de manutention qui sont intégrés aux produits, c'est le cas par exemple des inserts, ou alors des produits qui sont livrés avec leur dispositif de manutention ici, des pinces. Et puis également ici un regard de grande dimension où l'ensemble des branchements ont été bien sûr réalisés et préparés en usine, ce qui va limiter l'intervention du personnel sur le site et donc limiter les risques d'accident. L'ensemble des atouts des produits, on a essayé de les résumer ici. Donc une maîtrise dimensionnelle des éléments qui va faciliter la pose, qui garantit l'étanchéité, mais qui a aussi une vocation esthétique, puisqu'on va garantir la régularité des surfaces vues. Une grande variabilité également une grande palette en termes d'esthétique, donc pour répondre aux contraintes alors architecturales ou pour les gens qui habitent autour. Et puis une contribution également à l'environnement avec l'exemple ici d'une passe à poisson réalisée en béton préfabriqué. Et donc globalement une pérennité des ouvrages qui va être assurée également soit du point de vue de l'esthétique, mais également du point de vue de la résistance mécanique, des conditions climatiques et, comme on l'avait vu par exemple pour les produits d'infiltration, la résistance à l'abrasion pour la tenue au trafic. Donc pour en finir avec cette conférence, je vais relaisser la parole à Jennifer qui va vous parler des chaussées réservoirs. Donc ici, c'est pour présenter un peu plus en détail une technique alternative de gestion des eaux pluviales, donc la technique de la chaussée à structure réservoir. Le but, ça va être de combiner l'infiltration des eaux pluviales et le stockage, donc et la restitution. On a vraiment ces trois items dans la chaussée à structure réservoir. On va avoir d'abord le recueil des eaux pluviales, qui peut se faire classiquement par un système de bordure et caniveau, hein, les eaux pluviales qui vont ruisseler sur la chaussée et ensuite aller dans le corps de chaussée. Ou alors avec les produits que Sophie vous a présentés tout à l'heure, les revêtements drainants, donc que ce soit des pavés poreux, des pavés à joints larges, on va infiltrer directement les eaux pluviales dans la structure de chaussée. Donc ça c'est pour le recueil. Ensuite le stockage des eaux pluviales va pouvoir se faire ici directement dans le corps de la chaussée. Si on a une chaussée perméable avec des matériaux comme une grave non traitée poreuse par exemple, ou un système avec des produits en béton hydrocile que je vais vous présenter juste ensuite. On pourrait aussi également avoir un stockage par des bassins de stockage qui seraient sous la chaussée avec des cadres en béton également. Au niveau de la restitution, donc après ce stockage, on a une restitution soit directement par infiltration dans le sol support, ou alors on peut avoir un rejet directement au réseau. Ici, on a également un rejet limité, puisqu'on a stocké temporairement dans la structure de chaussée, ce qui permet d'avoir un débit moindre en sortie. Alors, le fait de pouvoir infiltrer ou non directement dans le sol support, ça va être fonction de la perméabilité de ce sol support. Si on a une nappe affleurante et ça dépend également de quel type de matériau on a ici en sol support. Alors justement, je vous ai dit que pour stocker ici sous la structure de la chaussée, on pouvait viser par exemple une grave non traitée poreuse ou des produits en béton. Donc ces produits en béton, c'est des systèmes hydrociles, donc c'est des petits cylindres en béton qui font 8 cm de hauteur et 8 cm de diamètre, avec une épaisseur de paroi ici de 2 cm. Donc ils vont représenter environ 1 tonne par mètre cube. Donc ce système, c'est un système qui a été développé par le CERN, qui est breveté, qui est proposé par différents industriels sur toute la France. Et ces produits en béton, ils vont permettre en fait d'avoir une résistance à l'échelle de 13 tonnes équivalente à la grave. Donc ils vont vraiment avoir cette fonction mécanique et de résistance de la chaussée.
mais également une aptitude à l'abattement des débits supérieure à la grappe grossière. C'est-à-dire qu'on a vraiment un compromis entre la fonction mécanique et la fonction hydraulique. On va avoir un volume de stockage plus important qu'avec une grappe non traitée poreuse. Et si on la compare par exemple à une structure alvéolaire ultra légère en plastique, on aura un volume de stockage moindre, mais par contre on aura cette résistance à l'essieu de Treston équivalente à celle de la grappe, donc vraiment une fonction mécanique également de ces cylindres en béton. Donc on a une capacité de stockage, pour vous donner un ordre de grandeur, de 600 litres par mètre cube et une perméabilité à l'eau supérieure à 1 mètre par seconde. C'est également une solution qui va nous permettre d'intégrer des ouvrages d'entrée et de sortie. Donc vraiment une solution qui permet de faire des chaussées à structure réservoir. Donc il y a eu différentes réalisations depuis 2001. L'atout principal également de ce produit, c'est qu'on va pouvoir le mettre en œuvre comme une grappe non traitée poreuse, en fait, comme un matériel, avec du matériel de chantier traditionnel, comme vous le voyez ici, avec du déversement en vrac. Donc c'est vraiment aussi plus simple à mettre en œuvre. Voilà quelques exemples de chantier, avec ici le compactage de la couche d'égalisation au-dessus du hydrocile. Et juste un exemple de chantier ici, donc 160 mètres cubes de stockage sous une chaussée, donc ça vaut vraiment le coup de récupérer le foncier d'une chaussée pour pouvoir également gérer les eaux pluviales, les stocker et ensuite les restituer soit au réseau, soit directement au milieu naturel. Et une fois que le chantier est fini, on n'a pas idée que cette route, cette fonction de passage de véhicules sert aussi une fonction hydraulique. Et on a également un entretien qui est facilité. On a un seul entretien pour ces deux fonctions, la route et la fonction. Donc je crois qu'on en a fini pour notre présentation. Je vous remercie à tous de votre attention et n'hésitez pas, si vous avez des questions, on est là pour y répondre. Oui, il faut utiliser le chat donc, qui est en bas à gauche de votre écran pour pouvoir écrire vos questions. Sinon, l'ensemble des documents que vous avez pu voir sur le PowerPoint, ils sont tous téléchargeables sur le site du CERIB, donc www.cerib.com. Vous pouvez tous les retrouver. Ici, vous avez nos coordonnées si jamais vous avez des questions. Ce sera aussi visionnable en replay, donc n'hésitez pas. Vous avez des connaissances aussi qui sont intéressées par le sujet, leur faire passer l'information. Isabelle Frigou est en train de taper quelque chose, donc on va attendre deux secondes. Quelques secondes. Merci Isabelle. Donc, écoutez, pas de souci. De toute façon, l'enregistrement du webinaire est disponible sur le Webikeo et on va aussi nous faire parvenir le diaporama par mail. Merci à tous. Et puis donc, à disposition si vous avez des questions qui vous viennent après coup. Bonne journée et merci. Merci. Au revoir. Au revoir.